Le triomphe de Nixon à l'automne 1972 apparaît à tous les observateurs comme celui d'une présidence impériale portée à son point le plus haut. C'est dans ce contexte qu'intervient le scandale du Watergate. Comment l'affaire Watergate commence-t-elle? Quelques jours seulement avant la réélection triomphale de Nixon, on apprend un incident apparemment anodin. Les cambrioleurs ont été surpris par la police de Washington dans l'immeuble du Watergate, un complexe de bureaux dont un étage était loué pour la durée de la campagne présidentielle par l'état-major du Parti démocrate. Peu à peu, on apprend que le mobile n'était pas le vol, mais l'espionnage. Les 5 faux plombiers, surpris en pleine action, cherchaient à placer des micros afin de sonoriser les réunions du Parti démocrate. Peu à peu, le soupçon s'installe. Nixon aurait-il lui-même commandité ce coup bas, en soi peu significatif dans ce climat de débâcle au Parti démocrate? Dès octobre 1972, le Washington Post émet cette hypothèse. Mais ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Le respect qui entoure encore la présidence conduit la majorité des éditorialistes à considérer qu'il s'agit d'un débordement malheureux de quelques sous-fifres. D'autres, plus audacieux, mettent déjà en cause l'entourage proche de Nixon, notamment le couple des Prussiens, Haldeman et Ehrlichman, ses 2 principaux collaborateurs, qui créeraient un climat de forteresse assiégée autour du président. Quelques-uns, plus irrévérencieux encore, mettent discrètement en cause Nixon. Ils n'ont pas de preuves. Coup de théâtre, la presse va les fournir. Ce sont en effet 2 journalistes d'investigation du Washington Post, relativement subalternes à l'époque, Bob Woodward et Carl Bernstein, qui vont, pas à pas, dévoiler les turpitudes de la Maison-Blanche, l'existence d'une véritable police parallèle dirigée par l'officier de la CIA Howard Hunt, les liens de ces hommes de main avec le président, la systématisation d'un mécanisme d'espionnage des opposants et peut-être de toute la classe politique. Le cauchemar commence alors pour Nixon, qui doit faire face à un congrès à majorité démocrate, pour lequel cette crise est le moyen de paralyser son action enfin. Dès février 1973, un mois après sa seconde inauguration, une commission d'enquête sénatoriale nomme un procureur indépendant pour mener l'enquête. Peu à peu, les aveux des comparses referment le piège sur le président. Dès la fin de l'année 1973, des voix s'élèvent pour demander sa démission. De nouvelles révélations dévoilent l'existence d'un système aussi mégalomane qu'imprudent, par lequel Nixon enregistrait lui-même toutes les conversations tenues dans son propre bureau depuis le début de sa présidence, sans doute pour faciliter la rédaction ultérieure de ses mémoires. Après avoir pendant des mois tenté de préserver les bandes magnétiques, Nixon finit par en communiquer une transcription de 1300 pages à la commission d'enquête en avril 1974. Dès lors, son sort est scellé. L'opinion entrevoit son implication directe dans la suppression des preuves, quelques jours après l'arrestation des plombiers. Elle est aussi, toute tendance confondue, profondément choquée par la grossièreté constante des interjections enregistrées pour la postérité. Lorsque le 5 août 1974, le procureur spécial rend public les bandes qui attestent de ses pressions sur le FBI pour arrêter l'enquête, Nixon finit par céder à tous ceux, de plus en plus nombreux, qui lui conseillaient depuis des mois de prendre les devants en démissionnant. Le drame est terminé. Les véritables interrogations commencent. Et tout d'abord, pourquoi Nixon a-t-il agi ainsi? Pourquoi a-t-il violé toutes les convenances de la vie politique américaine alors que sa réélection ne faisait aucun doute? Les éditorialistes conservateurs jugent que le président avait une personnalité en quelque sorte clivée entre une intelligence politique indéniable et un caractère sombre et soupçonneux aux frontières de la paranoïa, comme le prouve son mécanisme inepte d'auto-enregistrement qui le conduira à sa propre perte. Incident malheureux, Watergate serait donc davantage la déchéance d'un homme que la condamnation d'un système. Pour la gauche, au contraire, Nixon avait porté à l'intolérable tout un dispositif de suspicion politico-policier né de la guerre froide dont il n'était pas l'inventeur, mais seulement le bénéficiaire ultime. L'épuration de la CIA qui fait suite à Watergate est d'ailleurs née de cette crise. Que Nixon ait formidablement développé les activités inavouables de son cabinet noir, ou qu'il n'ait fait que suivre et amplifier une dérive présente depuis 20 ans de présidence impériale, sa culpabilité personnelle est en tout cas hors de doute. Mais cette culpabilité nous est connue moins par le travail de la commission d'enquête que par les révélations successives du Washington Post. Et ces révélations ne résultent pas principalement d'un travail d'investigation approfondi des journalistes, mais tout simplement des divulgations systématiques d'une source unique,
tapis au cœur de la Maison-Blanche, gorge profonde, en anglais Deep Throat. Quel était le véritable rôle de gorge profonde? Il était la source, il savait tout. Il disait « demandez à un tel », il connaissait tous les mécanismes, d'où son surnom, une voix qui s'élève de l'intérieur. Il aurait rencontré Woodward et Bernstein dans des parkings, des lieux secrets. Peut-être. La question se pose de savoir pourquoi Deep Throat, qui n'était manifestement pas un homme de gauche, un libéral troublé par l'autoritarisme nixonien, mais un bavard de sérail, en était venu à haïr le président au point de le livrer pieds et poings liés à ses pires ennemis du monde, intellectuels et journalistiques. Embarrassés, les journalistes du Washington Post accréditèrent la thèse bénigne d'une vengeance personnelle, de l'humiliation d'un individu fort bien renseigné, mais subalterne. Est-ce bien suffisant? Lorsque Nixon démissionna, la Pravda publia un éditorial où elle affirmait que Nixon était tombé victime d'un complot contre la détente ourdi par des forces réactionnaires américaines qui reprocheraient au président et à Kissinger d'avoir conduit une politique étrangère plus équilibrée en direction de l'Union soviétique. Quand les Américains purent lire cette analyse, ce fut partout un vaste éclat de rire. Une fois de plus, la paranoïa soviétique s'était donné libre cours. Pourtant, au début des années 80, la concurrence, en l'espèce du New York Times, se devait de frapper. Deux autres journalistes d'investigation, Len Kolodny et Robert Gatlin, déboulonnaient le mythe Woodward-Bernstein à leur tour. Leur thèse, Deep Throat aurait agi pour des motifs très politiques, pas très éloignés de ceux invoqués dès 1974 par la Pravda. Il se serait agi d'une opération visant à déstabiliser le tandem Nixon-Kissinger, coupable d'avoir abandonné le Vietnam, d'avoir reconnu la Chine de Mao et d'être entré en négociation permanente avec l'Union soviétique brejnevienne. L'anti-nixonisme et l'anti-kissingerisme viscéraux de l'administration Reagan, alors à son apogée, donnaient évidemment quelque consistance à la thèse principale de l'ouvrage. Mais surtout, le livre avançait sérieusement sur la voie de l'identification de Deep Throat. Qui se cache derrière Gorge profonde? La révélation principale de l'ouvrage tient dans la biographie, jusque-là cachée au public, de Bob Woodward. Ce héros du journalisme d'investigation avait en effet 4 ans plus tôt servi comme officier de marine à la Maison-Blanche sous les ordres du général Alexander Haig, celui-là même que Nixon appellera à ses côtés comme secrétaire général de la présidence à l'apogée de la crise. Et Haig sera chaque fois préservé par nos deux compères. On le retrouvera secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, au début de la présidence Reagan. Or, Haig avait déjà été impliqué, de loin il est vrai, dans une tentative d'espionnage de Kissinger par les militaires de l'état-major en 1969. Si l'on ne peut pas prouver formellement que Haig et Deep Throat soient une seule et même personne, la révélation du passé militaire et conservateur de Woodward, elle, ne pouvait être démentie. Mieux, Woodward deviendra le confident des dernières années de vie du chef de la CIA de Reagan, Bill Casey, un adversaire fanatique de la détente, un ennemi personnel de Nixon et de Kissinger. Nous sommes loin, on le voit, de l'image d'un rétablissement purement démocratique de l'institution présidentielle à travers la crise du Watergate. Inquiets de la dérive de Nixon, certains conservateurs durs, ceux-là même qui dirigeront le pays sous Reagan, auraient pu utiliser les folies et les sottises du président pour le jeter aux chiens. Il n'empêche, le coup d'arrêt à l'autorité présidentielle sera, lui, définitif. Ni Ford, ni Carter, ni même Reagan, sans parler de Bush et de Clinton, ne récupéreront jamais l'intégralité des pouvoirs de leurs prédécesseurs des années 60. En voulant mener une politique intérieure très à droite et une politique étrangère assez à gauche, Nixon ambitionnait sans doute de mettre fin à tout débat en créant une sorte de parti unique américain, équivalent des libéraux démocrates au Japon, qui aurait refoulé vers l'extérieur du système des démocrates socialisants et une extrême droite impuissante. Son échec, peut-être dû au hasard, a en tout cas préservé les chances de l'alternance et par là même de la démocratie en Amérique.